Bonsoir à tous, merci pour votre patience. On a eu ce petit délai un peu contraignant, mais l'important c'est qu'on soit tous réunis pour écouter Eugénia Reznik. Je vais juste vous demander de lever la main si vous la rencontrez pour la première fois, parce que comme c'était une capsule en deux séries, ah oui, on a beaucoup de chance d'avoir Eugénia à l'Université Grenoble-Alpes. Alors, c'est très compliqué de présenter brièvement des parcours aussi intéressants. Eugénia a grandi en Ukraine, s'est installée après au Canada. Elle est chercheuse et artiste. Elle a la double casquette. Et son terrain d'exploration, donc vous vous en doutez avec le thème de ce soir, c'est les plantes à tisser et le lien qu'il y a entre le tissage et la société, le lien qu'il y a entre le tissage et la création, l'identité, les territoires, les migrations, l'art, la démarche de création. Donc, Eugénia est accueillie pendant 2 ans à la Maison de la création et de l'innovation, qui est une des structures de l'université. Et elle est accueillie et soutenue par plusieurs projets, dont un projet européen ANR, France 2030. Et elle est bien surtout dans le cadre d'un projet qu'on appelle le projet Gates, qui est un des projets UGA et qui prône la multidisciplinarité et le rayonnement. Donc Eugénia est arrivée il y a quelques mois et elle avait présenté ce qu'elle va vous présenter aujourd'hui devant un effectif restreint. Et j'avais adoré ce qu'elle va vous présenter. Donc je suis un petit peu biaisée, mais en tout cas, je pense que vous allez adorer ce qu'elle a à vous raconter. Pour parler pendant à peu près 1 heure. Et après, elle a prévu un découverte d'atelier. Elle vous a parlé d'atelier de broderie. Donc, on va pas faire un atelier de broderie après, mais elle voulait vous montrer à quoi ça représentait pour vous motiver. Et je reprendrai la parole tout à l'heure pour vous faire un peu un point de planning. Donc, je donne la parole à Eugénia et je la remercie d'être là ce soir. On a hâte de t'écouter. Merci beaucoup et merci beaucoup à vous d'abord, à vous tous et toutes. Et merci aussi à ceux qui viennent pour la deuxième fois. J'ai fait la présentation de façon à ne pas me répéter, mais il y a quand même des choses qui vont revenir un tout petit peu, justement pour ceux et celles qui sont là pour la première fois. Mais en tout cas, ça va me faire plaisir. Évidemment, il y a des choses à raconter pendant plusieurs années en tout cas plusieurs heures. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, à minuit, on va tous pouvoir se libérer, donc il n'y a pas de souci. Alors, je voulais donc tout d'abord parler de ce rouleau qui est là. C'est un rouleau de géotextile. Et la dernière fois, donc il y a 3 semaines, quand quand j'ai fait la présentation il y a 3 semaines, en discutant après avec des gens, des personnes m'ont dit, ah mais ça serait bien de pouvoir toucher aux choses, ça serait bien de pouvoir euh, éventuellement tisser ou voilà, faire quelque chose de plastiquement. Donc, j'ai apporté ce matériel, tout est là. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et s'il y a des personnes qui veulent essayer sur place, ça sera possible jusqu'à minuit. Voilà. Et s'il y a des personnes qui ne peuvent pas rester, mais à qui ça donne envie, demain, 17h30, un autre atelier. Et puis ça se répète toutes les semaines, tous les mardis à 17h30 à la Maison de la création et de l'innovation qui se trouve dans le domaine universitaire. Et puis, voilà, il y a plusieurs ateliers et il y a des ateliers qui seront prévus au mois de juin ici même. Voilà, je ne sais pas quelle salle encore, mais en tout cas, j'espère que ça va vous donner envie. Autant les femmes que les hommes. Les enfants sont les bienvenus dans ces ateliers-là. Voilà. Donc, bon, bah, c'est parfait. Je voudrais commencer par... Alors, comment je reviens sur... je voudrais commencer par une vidéo. Oui. Qui présente un peu ma démarche et mon travail. C'est une vidéo qui a été réalisée par Télé-Québec. Oui, il y a du son. Je ne sais pas. Je m'appelle Eugénia Reznik. Donc voilà, c'est une vidéo qui a été réalisée par Télé-Québec. Je suis artiste en art visuel et médiatique.
Je suis née à Kiev, la capitale de l'Ukraine. Je suis née à l'époque quand c'était encore l'Union soviétique, donc je suis née dans un pays qui n'existe plus. Kiev, c'est une ancienne ville où l'Occident s'est rencontré avec l'Orient. Je suis née dans cette alliance-là, je suis née dans cette frontière, en fait, qui est aussi très, très fluide et qui est très, très naturelle. Plus c'est une couture qu'une séparation. J'estime, en tout cas c'est mon cas, qu'on peut appartenir simultanément à différents endroits, à différentes cultures. Comment transmettre cette idée de simultanéité, de cette présence? Et donc, la broderie s'est imposée comme un médium pour parler du déplacement, pour parler de l'immigration éventuellement, et surtout pour parler de cette simultanéité, de la présence et de l'absence de la frontière. C'est le même fil qui passe des deux côtés. C'est ça qui crée le lien entre le ici et l'ailleurs. Ma grand-mère me montrait comment tenir le tissu de telle ou telle façon. Donc, par ces tissus, par ces broderies, j'ai l'impression de toucher les mains de ma grand-mère encore aujourd'hui. Donc, pour moi, la broderie, c'est comme la façon de lier le geste d'une personne à une autre personne. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression de prendre ces tissus et j'ai l'impression de toucher les mains de ma grand-mère. J'invite les personnes à broder leurs racines. Je crée en broderie à la machine une racine ou quelques racines pour ouvrir cet espace de rencontre. Et j'apporte cette tenture noire avec une ligne blanche ou quelques lignes blanches et je leur dis, c'est à vous de savoir qu'est-ce que c'est vos racines. Pour faire ces broderies, nous travaillons sur du géotextile. Le géotextile est utilisé dans les jardins pour empêcher les plantes de pousser, justement pour garder le contrôle et je dirais même créer une frontière. Le géotextile n'est pas un tissu, c'est de l'intissé. J'aime beaucoup ce mot-là, c'est de l'intissé où il n'y a rien de tissé, il y a aucun lien, il n'y a aucun fil qui se croise. Et c'était symbolique pour moi de prendre le géotextile, de commencer à partir d'une frontière où personne ne peut se rencontrer. Quand je regarde les personnes broder et quand je regarde leurs gestes, je pense que ce que je vois, c'est ce qu'ils ne disent pas. C'est ce que ces gens ne disent pas. Par exemple, un monsieur venu de l'Algérie a brodé sa 4L. Il a brodé sa voiture. Parce que cette voiture, c'est sa racine. Donc une 4L qui a, je ne sais pas combien, dizaines d'années est là. Mais dans cette voiture, ce dont il a parlé, c'est de la joie de promener les enfants à travers l'Algérie dans cette voiture-là pendant les vacances. C'est brodé comme quelque chose de très précieux. Donc à travers ce geste, ce que je voyais, voilà, c'est ce qu'il n'a pas pu dire. Quand je regarde les broderies qui ont été réalisées par différents participants, je reconnais leurs mains. C'est les mains de ce monsieur iranien qui sont des grandes mains et qui tiennent une toute petite aiguille. Les mains des enfants qui sont plus courageuses avec les aiguilles. Les mains des femmes qui sont très tendres, qui sont très attentionnées à l'aiguille. Voilà, les mains sont magnifiques. Les mains sont très belles.
je me suis aperçue que très souvent, les personnes, elles vont dire, cette histoire-là, je ne l'ai même pas racontée à mon fils. Cette histoire-là, je ne l'ai jamais racontée. J'ai jamais posé la question à ma mère. Elle n'est plus là. Et donc, au moment où on brode et au moment où on discute de tout ça, je les invite à aujourd'hui, ce soir même, juste à la fin de la broderie, je les invite à appeler leurs parents, à appeler leurs enfants ou pendant le souper, de raconter quelque chose. La transmission se passe maintenant. Les histoires, on se les raconte maintenant. Alors, j'ai utilisé cette vidéo pour faire de l'introduction et vous avez tous les mots-clés euh, pour la présentation d'aujourd'hui, pour tout le travail que je mène depuis plusieurs années. Les tissus qui nous lient à des lieux, les tissus qui représentent les lieux. La dernière fois, on parlait comment les tissus, comment les plantes elles-mêmes peuvent représenter les lieux en tant que, par exemple, les tissus de lin, qui sont toujours les plantes de lin. Et en fait, aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon travail, mais pas en vous montrant des œuvres et en voulant dire ce que je voulais vous dire. Je vais faire dans l'autre sens. Je voulais vous inviter à l'endroit où je suis née, les lieux qui me sont chers, et ensuite de vous montrer comment ces lieux se reflètent dans le travail. Donc, on va partir dans ce petit voyage, hein. On va commencer par donc le lieu où je suis née, Kiev. Kiev, Vassilkiv, un lieu tout près de Kiev. Je vais vous montrer tout à l'heure sur la carte. Tchernihiv, qui se trouve au nord de l'Ukraine, d'où est origine, enfin, où était ma famille de grands-parents maternels, et puis Kipti, qui est un village qui se trouve entre Kiev et Tchernihiv. Si ce voyage vous plaît, euh, j'espère que vous allez découvrir les choses. Alors, on va. Alors, donc, il faut que je retrouve encore une fois. Voilà. Alors, ça, c'est la photo donc de la ville de Kiev qu'on voit donc de la rive, enfin, de la rive gauche vers la rive droite. Et ça ressemble un petit peu à Grenoble, un tout petit peu, on a une belle montagne ici, comme un peu la place de la Bastille. Moi, j'aime beaucoup me promener à la Bastille, ça me rappelle un petit peu. Donc, on monte et on a, voilà, ici, c'est le centre-ville, on va dire, vraiment le centre très ancien, de là où la Russie a été christianisée euh, par Volodymyr. Et de là, on regarde le fleuve, on regarde toute la partie plutôt moderne de la ville. Et c'est un endroit qui est absolument magique. Les arbres sont magnifiques. Il y a beaucoup d'acacias, il y a beaucoup d'arbres vraiment très matures. Et les arbres, comme ici, c'est en fleurs. Ça commence à être en fleurs aujourd'hui. C'est les marronniers, c'est ça, je cherchais le mot en français. Les marronniers. Et Kiev, c'est plein de marronniers. Il y a deux sortes de marronniers, des marronniers blancs, des marronniers roses. Et d'ailleurs, c'est la photo aussi que vous avez vue dans la vidéo tout à l'heure. C'est la vidéo que je garde. Et en fait, pour... donc moi, je suis née à Kiev et j'ai quitté l'Ukraine en 94. Pour ceux qui étaient déjà là, je suis désolée de la répétition. J'ai quitté l'Ukraine donc au début des années 90 dans ce qu'on appelle la période noire, où juste après la chute du mur de Berlin, mais aussi la chute de l'Union soviétique, qui était lieu donc qui s'est passé en 91. Et ce qu'il faut savoir des années 90, c'est que c'était des années après quand même beaucoup d'espoir pendant la perestroïka, ça allait aller mieux. Moi, j'étais étudiante, j'ai une double formation aussi en mathématiques, donc j'étais étudiante en mathématiques à l'université de Kiev. Et on avait beaucoup d'espoir. Et puis, l'Union soviétique est tombée en 91. Et là, ce qui s'est passé, c'est que tout a disparu des épiceries. Plus rien à manger, tout est parti sur le marché noir. Et c'est devenu difficile de se nourrir, carrément. Moi, j'étais jeune adulte, j'ai terminé les études à l'université. Et puis, en 94, j'ai eu une bourse du gouvernement français pour venir continuer mes études en France. Je ne parlais pas un mot de français. Et d'ailleurs, c'est mon téléphone qui sonne, ça m'énerve, je vais le couper.
Je vais vous expliquer pourquoi ça sonne. C'est mon fils qui est en première journée de, comment dire, internship, stage au synchrotron. Donc, il est en seconde. C'était sa première journée de stage. Je pense qu'il a très hâte de me raconter sa première journée. Et il y a eu déjà un test d'explosion. Ils ont fait une explosion puisqu'il travaille enfin, il fait son stage dans une équipe qui simule les conditions d'exoplanète. Donc, il est tout excité. Donc, je pense que ça va, voilà. Ça va être super intéressant le souper ce soir. Alors, en parlant du souper, donc voilà, les années 90, maintenant que le téléphone est coupé, on va être au calme. Plus rien à manger. C'est parti sur le marché noir. Moi, je suis venue en France et j'ai honte de le dire aujourd'hui, mais c'est la vérité. J'ai refusé tout ce qui venait de mon pays. Je ne voulais plus rien savoir. Le russe ou l'ukrainien, puisque dans ma famille, à la maison, on parlait le russe et on chantait en ukrainien. Mais les seules personnes avec qui je voulais parler mes langues maternelles, c'était mes parents. Je refusais tout ce qui était de là-bas. Et j'ai refusé aussi la formation artistique que j'ai eue. C'était une formation, j'ai fait une école d'art à Kiev. C'était une formation très académique. En gros, je pense que je peux dessiner n'importe quoi, puisqu'on nous a appris à dessiner le corps, le modèle nu, la nature morte, le paysage. Donc, une formation hyper académique, comme on dit. Et donc, j'ai refusé ça aussi. Si j'entendais parler le russe, à l'époque, on ne parlait pas ukrainien, tout le monde parlait russe. Hein. Donc, si j'entendais parler le russe à Paris, je changeais de trottoir. Je ne voulais surtout pas côtoyer les ressortissants de mon pays. Tout était vraiment, c'était un refus total. Et donc, à Paris, j'ai découvert aussi ce qui était complètement interdit, alors que l'art abstrait, un des pères d'art abstrait, c'était Malevich. Eh ben, j'ai découvert l'art abstrait en France. Et du coup, j'ai commencé ma pratique totalement renouvelée, tout ce qui est art académique poubelle. Et donc, j'ai commencé une pratique, vraiment une recherche dans l'art abstrait. Donc, en gros, je faisais des choses comme ça. Je travaillais avec des pigments, avec la peinture que je fabriquais moi-même. Vous savez, on peut fabriquer la peinture moi-même, on peut fabriquer la peinture à l'huile, on peut fabriquer la gouache soi-même, on peut fabriquer l'aquarelle soi-même. Je fabriquais la peinture acrylique moi-même en prenant des pigments, des mélanges de cendres, de sable, etc. Et je travaillais au sol avec une technique quand même très ancienne qui s'appelle les glacis, la technique de glacis, c'est-à-dire on travaille avec des couches très très fines de peinture, très très minces, très liquides, en laissant sécher les couches de peinture entre elles. Ça fait euh, ça permet de faire des nuances très 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 fines, des gris différents, quelque chose de très dilué. Pourtant, c'est une technique qui vient vraiment presque du début de la peinture. Pourquoi? Parce que à l'époque, les pigments se mélangeaient mal sur la palette. Pour dire grossièrement, si on voulait faire du vert et si on mélangeait sur la palette du bleu et du jaune, ça faisait du vert pas beau. Alors on faisait une mince couche de bleu et on recouvrait avec une mince couche de jaune. Et par la transparence, en fait, ça faisait du vert. Et ça ne fait pas le même vert selon l'ordre. Donc voilà, c'est une recherche très intéressante que j'ai menée, mais pendant très longtemps, vraiment pendant plusieurs années. Ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Hop, jusqu'à jusqu'en 2006. Alors voilà, j'ai déménagé au Canada en 2005. J'ai poursuivi cette recherche. Je faisais de très grands tableaux, très grands formats. Au Canada, on a de la place. J'avais un grand atelier, donc je pouvais faire de très, très grands tableaux. Et puis en 2006, ce qui s'est passé, un jour, mais vraiment, il y a une date précise, le 24 avril 2006, je discutais avec mon père au téléphone. On parlait, mes parents ont émigré aux États-Unis en 94, comme nous tous, toute la famille est partie en quittant l'Union soviétique, enfin l'Ukraine, dans ces années noires. Et mes parents sont aux États-Unis, moi je suis à Montréal, je discute avec mon père comme tous les jours, il a 95 ans bientôt. Et donc je lui parle, comment ça va, voilà. Et puis d'un seul coup, euh, comme c'était le fin avril, date très intéressante et très importante pour nous, les Ukrainiens, et ben d'un seul coup, on commence à se remémorer ce qui s'est passé fin avril 86.
peut-être ça vous dit rien. Alors nous, ce qui s'est passé, moi, j'avais pas encore 16 ans, j'avais 15 ans. Et donc, un jour, un soir, mon père, il dit, je vais vous prendre des billets de train et vous allez tous partir à Moscou. Mon père, étant médecin et chercheur en microbiologie, écoutait la radio Liberté, Radio Svoboda de Londres. Cette radio était brouillée. Donc on entendait... il entendait ça la nuit, sous la couette, parce que si jamais les voisins entendaient ça, on pouvait être dénoncé. Et il a entendu qu'il y a eu un problème, qu'il y a un problème de radiation autour de Kiev. Or, dans l'Ouest, on l'a su beaucoup plus tôt que nous, qui n'avons pas su ça pendant des jours, voire presque des semaines. Lui, il a entendu ça avant le 1er mai. Je pense que le 28 avril, on était dans le train. Ma mère pleurait. Nous, on prenait le train. On ne comprenait pas grand-chose. On ne comprenait pas ce qui se passait. Et on pensait qu'on n'allait plus jamais revoir mon père. Lui, il a dû rester. Il a dû rester au travail. Et nous, on est partis. On est partis avant le 1er mai. Et le 1er mai, c'est bientôt le 1er mai, c'est le jour de la manifestation des travailleurs. Tout le monde est obligé de sortir et manifester, y compris les enfants, les écoles, etc. Tous ceux qui sont restés sont sortis et ont reçu le 1er mai, pendant la manifestation à Kiev, la première pluie. Nous, on ne l'a pas eu. Peut-être c'est ça qui nous a sauvés. Bon, cependant, ma petite sœur a quand même eu un cancer de la thyroïde. Elle va bien, tout va bien. Mais voilà, et c'était l'histoire de notre départ précipité pour quitter Kiev fin avril 86. Quand je discutais de ça en 2006 avec mon père, je lui dis, attends une seconde, je vais te rappeler, demain, je raccroche, je descends dans mon atelier et je fais ce tableau. Et je fais ce tableau parce que, en fait, le lendemain, c'était la fin du concours pour la radio FM 103.3, la radio de Montréal, FM 103.3, qui fêtait ses 20 ans. Et donc, la radio a annoncé un concours artistique, une œuvre pour la radio. Je n'avais aucune intention de faire une œuvre pour la radio. Mais en discutant avec mon père, j'ai dit, là, je vais faire quelque chose. Je suis descendue, j'ai fait ça en une nuit. Et chose très incroyable, j'ai gagné le concours. Pourquoi ? Pourquoi j'ai gagné le concours? J'étais très, très surprise. J'ai gagné le concours parce qu'en fait, ce que j'ai représenté sur cette œuvre, qui est une grande peinture en bois, ce que j'ai représenté sur cette œuvre, c'est mon père qui écoute la radio. Il y a une table sur laquelle il n'y a rien. Il y a un banc qui est à moitié hors champ parce qu'il y a peut-être une personne qui se cache, on ne la voit pas. Elle est en dehors du cadre. Et ici, en haut, il y a les radars radio. Ce que j'ai écrit, donc le texte qui a accompagné le concours, c'est pour dire qu'en fait, cette œuvre, c'est la suite du diptyque d'un artiste soviétique connu, Mikhail Grékou, qui s'appelait L'Ancien et le Nouveau Village. Une œuvre quand même de 87. Qu'est-ce qu'on voit sur cette œuvre? On voit l'ancien village. Peut-être on ne voit pas très bien. Je ne sais pas, mais je vais l'expliquer. Donc, l'ancien village, il y a une table croche. Hein, il y a une table un peu bancale. Il y a les moulins à vent, parce que c'est l'ancien village, bien sûr. Il n'y a pas encore l'électricité. Donc, on imagine que c'est un village d'avant l'Union soviétique. Et puis à droite, le nouveau village. Mais oui, la table est toute belle. Elle n'est plus croche. Elle a une belle nappe blanche. Et puis elle a un pain tout moche et tout sec. Elle a une belle brioche. Tout ça, pourquoi? C'est parce que il y a les pylônes de l'électricité. Grâce à l'Union soviétique, le village a été électrifié. Et donc, voilà le développement de l'agriculture, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce tableau-là. Ça, c'est la suite. Et je ne comprends pas comment il a pu faire ce tableau en 87, après l'explosion de Tchernobyl. Puisque ce qui est arrivé, c'est ça. Pour moi, c'est ça, le nouveau village. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de pain, et la personne qui était là à manger le pain, elle est cachée maintenant.
Et donc, j'ai gagné ce concours. Pourquoi? Parce que le jury m'a expliqué pourquoi j'ai gagné le concours. Ils ont dit, ben, nous, au Québec, en 85, on a eu la crise de verglas. C'était au printemps, il y a eu du verglas ou en hiver, et toute l'électricité partout s'est tombée. Il n'y avait plus de lignes. Les gens, il y a des personnes qui étaient mortes. C'était absolument catastrophique. Et donc, la seule façon de communiquer pour dire à tel endroit, il y a la distribution d'eau, à tel endroit, il y a la distribution de nourriture, la seule façon de communiquer, c'était la radio. Donc, ils ont estimé que la radio étant la seule façon aujourd'hui de communiquer plus sûr que Internet, plus sûr que les téléphones, puisque les ondes, on ne peut pas les couper, eh ben, cette œuvre-là, du coup, s'est retrouvée sur le centre culturel à Jacques Ferron, voilà, le centre culturel dans le sud de Montréal, et c'est resté là-bas pendant 10 ans pour commémorer la radio. Voilà. Et ça a été remplacé il y a 2 ans euh, pour une nouvelle œuvre. C'est plus là, mais c'est resté là quand même 10 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que grâce à cette œuvre, grâce à cette discussion, j'ai réalisé que en fait, il ne faut pas que je mette à la poubelle mon passé. Il ne faut pas que je mette à la poubelle mes langues maternelles, ni mes connaissances, ni mon savoir de dessiner ou quelque chose comme ça. Et c'est là que j'ai commencé à travailler avec les lieux d'où je viens. C'est à cause de l'accident de Tchernobyl que je suis revenue finalement chez moi. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler sur les lieux d'où je viens. Par exemple, voilà une place très importante pour moi qui s'appelle la place Dzержinskого. C'est à peu près au centre-ville de Kiev, la place où il y avait ce magnifique monument aux révolutionnaires. Alors, c'est écrit à la gloire des révolutionnaires. Cette place-là est devenue un lieu déjà au début des années 90, donc après la chute de l'Union soviétique. Cette place est devenue un lieu de contestation, manifestation. Les gens ont essayé de détruire ce monument qui était fortement soviétique et communiste au marteau, puis après carrément avec des moyens de destruction. Et puis cette photo, moi j'ai plus vu tout ça, j'ai pas vu, alors qu'en fait c'est le monument qu'on pouvait voir de la fenêtre de chez mes parents. Ils ont mis comme un tissu sur les têtes, on dirait un tissu mortuaire. C'est complètement impressionnant. Et finalement donc ce monument a été totalement détruit et la place a été renommée puisque donc Dzerzhinsky, c'est le nom d'un révolutionnaire connu. Euh, et donc aujourd'hui, cette place n'existe plus, mais pour moi, c'est une place importante. C'est là où j'ai appris à marcher. Donc voilà, ici, c'est la photo de ma mère et moi. Et il y a une autre photo sur laquelle elle me tient par les mains et j'apprends à marcher. Et c'est à partir de cette photo que j'ai fait ce tableau où le fond est totalement noir, c'est-à-dire on ne peut plus placer ce lieu physiquement sur une carte, mais voilà, et il n'y a pas de visage non plus. C'est-à-dire tout le monde peut s'identifier. Aujourd'hui, je peux m'identifier autant dans cette personne-là que dans cette personne-là, qu'en tant que maman, mais peut-être aussi comme grand-maman, je l'espère. Alors, voilà. Je vais vous amener aujourd'hui, maintenant, je vais vous amener à un endroit qui est tout près de Kiev, tout près de Kyiv, je dois dire. Euh, donc, vous voyez, Kyiv, c'est là. Hop, voilà. Très belle ville. On va y aller bientôt. On va pouvoir y retourner. Et je vais vous amener ici. Vassilkiv, c'était un village dans les années 80, 90. C'était un village. Aujourd'hui, ça fait partie de la grande ville de Kiev. Aujourd'hui, c'est comme une banlieue très, très proche. Kiev s'est tellement agrandi. Et pourquoi je vous emmène là? C'est parce que dans les années 90, donc, je vous ai dit, tout est parti sur le marché noir, plus rien à manger. Et mes parents, qui étaient des chercheurs en microbiologie, ils ont dû prendre un lopin de terre pour faire pousser les légumes pour nous nourrir. Et qu'est-ce qu'on fait pousser comme légumes pour faire le plus de nourriture? Non, on ne faisait pas pousser le lin, parce que je sais que la dernière fois j'ai parlé du lin, mais non. Non, non, c'était pas pour faire des graines de lin. Je pense que j'espère, vous reconnaissez le légume qui donne, les seuls légumes qui donnent le plus de nourriture par mètre carré.
c'est la pomme de terre. Alors, bien sûr, on faisait pousser autre chose, mais beaucoup de pommes de terre et beaucoup aussi de légumes racines qu'on peut garder pendant l'hiver. Et donc, mes parents, qui n'avaient aucune connaissance en agriculture, se sont mis à cultiver la terre. Et nous, on était forcés, enfin, à y aller et à le faire avec eux. Et donc, la pomme de terre, c'est devenu pour moi le symbole à la fois d'enracinement, puisque c'est un légume, enfin, les légumes racines, on va dire, tubercules par excellence, mais aussi le symbole du déracinement. Puisque déjà, le Tchernobyl, 86, les années noires, les années 90, pour devoir planter les pommes de terre soi-même, c'était le point de départ. C'était bientôt, il faut partir. Je me rappelle très, très bien, comme maintenant, être assise à l'arrière de la voiture de mes parents. Mes parents, oui, bien sûr, ils avaient une voiture. Ça, c'est exceptionnel pour l'Union soviétique, mais voilà, ils avaient une voiture. Et donc, d'être assise sur la voiture, de regarder la route s'éloigner derrière la voiture et de me dire, mais il faut partir, il faut partir. On était déjà dans l'idée qu'il faut quitter l'Ukraine, qu'il n'y a pas de futur en Ukraine. Il faut quitter l'Ukraine, il faut partir. Et donc, aller planter les patates, ça voulait dire partir. Et donc, j'ai commencé à travailler déjà en étant à Montréal, j'ai commencé à travailler la pomme de terre comme la représentation du déracinement, pas de la racine, mais du déracinement. Et donc, je l'ai utilisé, la pomme de terre, de différentes façons dans différentes œuvres, dont celle-ci. Et je sais que peut-être, si vous connaissez la pomme de terre, la plante de la pomme de terre, mais vous ne reconnaissez pas la pomme de terre, peut-être ici. Pourtant, c'est la pomme de terre que j'ai plantée dans les sacs que mes parents ont utilisés pour immigrer aux États-Unis en 94. Ce sont des sacs que tous les soviétiques connaissent. Ça a un nom particulier, ça s'appelle les baoules. Baoules, donc ce sont des sacs en tissu noir, extrêmement solide et très léger. Je n'ai jamais vu de sac comme ça dans un monde ailleurs. Donc, tissu très léger, très solide. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait le droit à 2 sacs par personne pour immigrer. Et donc, l'idée, c'était de mettre le plus de poids possible dans les sacs et que le sac ne prenne pas de poids. Donc, mes parents ont immigré avec 8 sacs, 8 fois 23 kilos. Et un des sacs n'avait que des photos. Ils ont gardé ces sacs-là aux États-Unis, que j'ai retrouvés et qui font partie aujourd'hui de cette installation que je montre de temps en temps. Donc, les sacs suspendus pour pouvoir toujours partir à n'importe quel moment, dans lesquels je fais pousser les pommes de terre. Et ça, vous voyez, les pommes de terre sont complètement dénaturées parce que quand une pomme de terre pousse dans un environnement où il n'y a pas beaucoup de lumière, bah, elle essaye d'aller chercher la lumière. Donc, elle fait des tiges extrêmement longues et très, 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 très peu de tubercules. C'est-à-dire, après l'exposition, j'ai déterré les racines. Et bah, les petites patates, c'était vraiment minuscule. Hein. Elle essayait de chercher de la lumière, donc elle n'a pas pu faire de sucre. Voilà. Et la pomme de terre, donc, elle revient souvent dans les œuvres et elle représente toujours cet endroit, Vassilkiv, l'endroit où mes parents avaient leur dacha pour nous nourrir. Et voilà, ça, c'est une autre œuvre qui, cette fois-ci, la patate est plantée à l'extérieur. Donc, c'est une installation qu'on appelle une installation in situ, donc une installation vraiment faite pour l'endroit. Et il y a plusieurs éléments dans cette installation. Bien sûr, les sacs avec la pomme de terre. Cette fois-ci, ce n'est pas les sacs de mes parents, c'est juste les sacs en géotextile. Et je ne sais pas si vous voyez d'autres éléments de l'œuvre. Je ne sais pas si je peux vous poser la question. Qu'est-ce qui fait partie de l'œuvre pour vous? Des bancs, oui, tout à fait, des bancs. Et les couleurs, ah oui, 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 très intéressant. Oui, tout à fait. Les couleurs font partie de l'installation, tout à fait. Et il y a aussi un élément important, à part les bancs, les couleurs, ça c'est les plantes. Alors, l'arbre coupé, alors ça c'est très intéressant. Effectivement, même les arbres qui sont autour, je ne sais pas si j'ai d'autres photos de... Voilà, même les arbres qui sont autour font partie de l'installation, même si je ne les ai pas plantés. Mais en fait, comme c'est une installation in situ, c'est vraiment fait de façon à ce que les arbres rentrent en compte de l'installation. Mais tout à l'heure, quelqu'un a dit
Des boîtes, exactement. En fait, des boîtes, c'est un élément important de cette installation. Et peut-être on peut les voir, on peut voir plus près. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des trous. Il y a des trous dans cette boîte. À quoi ça sert? Pour les insectes. Alors ça, j'adore cette idée. C'est pour la prochaine fois. Je vous promets, il y aura un truc avec les insectes. Autrement, ça pourrait, mais non, c'est pas pour ça. Une- Non, non, les pommes de terre sont, oui, dedans, mais dans les sacs. Mais dedans, il y a quelque chose. Vous avez raison. Il y a quelque chose dedans. Et cet enfant, c'est l'indice. Qu'est-ce que tu dis? Non, 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 non. Je ne sais pas si j'ai une autre photo plus parlante. Non, j'ai pas de photo plus parlante. Ah, il tend l'oreille, exactement. L'enfant tend l'oreille. Ah, parce que tu savais. Ah oui, exactement. C'est difficile de présenter des œuvres sonores avec des images. Mais oui, c'est le son qui sort de là. Parce que, en fait, à partir d'un certain moment, j'ai commencé à m'intéresser bah, voilà, au lieu, puis aussi comment les gens représentent leurs racines. Et donc, en fait, ce qui sort des boîtes, il y en avait plusieurs, ce sont des histoires des gens que je récolte. Et donc, depuis 2000, je ne sais plus quoi, depuis plusieurs années, je récolte des histoires des personnes sur leurs racines, sur leur déplacement, sur leur déracinement, sur leur enracinement. Et j'ai une collection totalement malade, comme on dit au Québec, folle d'histoires sur les racines des personnes. Je possède une collection de plusieurs heures de récits où les gens racontent soit la définition de leur racine. Si aujourd'hui, il nous reste encore un peu de temps avant minuit, si je vous posais la question, pour vous, c'est quoi vos racines? Qu'est-ce que vous raconterez? Alors, il y a des gens qui disent, ah, mais tu vois, regarde, j'ai ma peau bronzée, j'ai été adoptée, mais c'est tout ce que je sais de ma racine, c'est ma couleur de peau. C'est tout ce que je sais. Et il y a d'autres qui disent, ah, pour moi, les racines, c'est le rythme d'une journée. Je suis français et au Québec, on ne mange pas de la même façon qu'en France. On ne mange pas aux mêmes heures. À 5 heures, les Québécois, ils soupent. Nous, on prend un goûter. Donc, c'est le rythme d'une journée. Et une dame qui dit, pour moi, mes racines, c'est le froid de ma Gaspésie natale. Il y a d'autres personnes qui disent, pour moi, mes racines, je ne veux rien savoir, je veux les couper parce que couper mes racines, c'est être libre. Il y a des histoires qui sont complètement incroyables. On n'est pas obligé d'être immigrant pour être déplacé, pour être déraciné. J'ai enregistré une dame qui a vécu l'éboulement de terrain au Québec et le village a disparu en une nuit. Une partie du village a disparu une nuit et l'autre partie du village a été détruite par le gouvernement puisque le village a été fermé. Et la seule chose qui reste de son village, c'est un arbre qu'elle va voir tous les ans. Elle se met devant l'arbre et elle imagine le village encore derrière elle. Donc des histoires comme ça qui sont absolument incroyables, que même si on était l'écrivain le plus talentueux, c'est difficile d'imaginer tout ça. Et donc, dans ces œuvres-là, on peut s'asseoir sur le côté coloré du banc et écouter ces histoires qui durent entre 3 5 minutes. La seule histoire que j'ai gardée en entier, elle dure 10 minutes, c'est l'histoire d'un monsieur haïtien qui est resté 5 jours dans les décombres et le seul survivant d'un hôtel du tremblement de terre en Haïti. Et celle-là, je n'ai pas pu la couper. Donc pendant 10 minutes, il raconte comment il a été sauvé. Et voilà. Et donc, ces histoires-là, je les collectionne, je les présente de différentes façons, des histoires sonores. Et peut-être, qui sait, peut-être vous allez avoir envie de me raconter une histoire plus tard que je vais enregistrer pour compléter la collection et qui va être présentée dans une autre exposition au Canada, en Europe ou aux États-Unis. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant de travailler avec la pomme de terre, c'est qu'on peut manger l'œuvre. Donc, à la fin de l'exposition, on récolte et on mange les pommes de terre. Ici, il y avait 9 sortes. C'est pour ça les couleurs des bancs qui étaient orange, rouge, jaune, bleu, puisqu'il y a aussi la patate bleue. Aujourd'hui, c'est la patate la plus à la mode, la patate violette. Donc, voilà.
et beaucoup d'enfants qui avaient beaucoup de plaisir à récolter ça. Nous allons maintenant remonter de Kiev vers le nord de l'Ukraine. Tchernihiv, qui est ici. Donc, regardez, on a Kiev ici. Donc, Vassilkiv, ça va être à peu près là. On vient de quitter Vassilkiv. On repasse par le centre de Kiev et on va prendre cette route qui s'appelle aujourd'hui E95 et on va vers Tchernihiv où habitait ma famille maternelle. En 2004, je suis retournée en Ukraine une seule fois. Donc, j'ai quitté en 1994, je suis retournée en Ukraine en 2004. Ma grand-mère était toujours en vie. Ma grand-mère paternelle est partie avec mes parents aux États-Unis. Donc, voilà. Donc, la famille qui me restait très, très proche, c'est ma grand-mère. Donc, je suis allée la visiter. Elle avait, à Tchernihiv, elle avait un jardin, des poules, parce qu'il fallait bien manger. Et puis, elle avait un jardin absolument magnifique. Et en partant, je savais très bien que je n'allais pas revenir de sitôt. Donc, en partant, je lui ai demandé de me donner la racine d'une plante. Et pas n'importe quelle racine, c'est la racine d'une pivoine. Et pas n'importe quelle pivoine, la pivoine blanche. Ma grand-mère, à la fin de sa vie, elle faisait pousser les fleurs beaucoup, enfin, elle faisait toujours pousser beaucoup de fleurs. La pivoine est très, très populaire en Ukraine. C'est une plante presque de base. Et ma grand-mère, pour se faire un petit peu de sous, vendait ses fleurs sur le marché. Alors, voilà, j'ai pris donc en 2004, j'ai pris une pivoine, une racine, un bout de tubercule. Je l'ai amené illégalement en France et je l'ai planté dans le jardin à côté de Paris où j'habitais à l'époque. Puis en 2005, nous avons fait les papiers d'immigration Canada et nous sommes partis en Canada. Et j'ai planté la pivoine donc en juillet, quelque chose comme ça, en juin-juillet. Le premier été, elle n'a pas fait de fleurs. Hein. Les pivoines sont extrêmement capricieuses. Dès qu'on les déplace, ça leur prend plusieurs années pour faire une nouvelle fleur. Alors, elle a fait quelques feuilles. Puis les pivoines perdent leurs feuilles en hiver. Et on partait au Canada le 21 février 2005. Donc, l'hiver ici, la pivoine n'avait plus de fleurs, n'avait plus de feuilles, n'avait plus rien. Je ne la voyais pas. Et avant de partir, on a vendu la maison et j'ai donné les plantes qui étaient importantes pour moi. J'ai donné ma lavande, j'ai donné des plantes à amis. Et la pivoine, je l'ai oubliée. Je ne sais pas comment. Je ne comprends pas pourquoi j'ai oublié la pivoine. Je ne l'ai pas déterrée. Et donc, on est parti au Canada et je me suis dit, je vais revenir la chercher. Et on n'est pas revenu tout de suite pour différentes raisons. Et quand on est revenu, je suis allée voir les gens qui ont acheté la maison. Et quand ils ont ouvert le portail, j'ai vraiment été scotchée parce qu'ils ont bétonné le jardin. Et donc, cette pivoine, elle a totalement disparu. Et j'ai fait, à chaque fois que je peux, je fais une œuvre éphémère avec cette pivoine-là, comme ici. En fait, ce dessin-là, c'est un très, très grand dessin que je fais. C'est comme aussi grand que vous le voyez ici. Donc, je le fais avec un bâton, je le fais à la craie, sur un mur noir. À côté, je mets une histoire sonore de cette pivoine-là, où c'est moi qui raconte cette histoire-là. Et à la fin de l'exposition, je l'efface. Donc, c'est une pivoine qui fleurit le temps d'une œuvre et qui disparaît. Mais elle est toujours là. Je sais qu'elle est toujours là. Alors, dès que la guerre est finie, je vais retourner dans le jardin de ma grand-mère parce que je suis certaine que les gens qui ont acheté la maison de ma grand-mère, je suis certaine qu'ils ont gardé toutes les pivoines. Il y en avait tellement, et puis c'est une plante, ça ne se peut pas qu'ils aient tout supprimé. Alors, si jamais ça vous intéresse de lire sur le sujet, il y a beaucoup de gens qui travaillent, des sociologues, mais aussi des artistes qui travaillent sur les objets en migration. Donc, il y a ici à gauche, vous voyez, c'est des sociologues français qui travaillent sur l'objet en migration, l'objet de la migration, le sujet en exil. Aussi, au milieu, c'est un livre donc, qui est à la fois québécois et français d'Octave Desbarry et Laurier Turgeon, donc une collaboration sur les objets et mémoires. Et puis, il y a ce livre absolument magnifique
si ça vous plaît de lire en anglais. Donc, le livre de Marianne Hirsch, on ne voit pas derrière l'écran, qui parle de family frames, donc les photos de famille et l'importance des photos dans ce qu'elle appelle la post-mémoire, c'est-à-dire l'importance des photos que les gens gardent de vos enfants ou vos futurs petits-enfants, la mémoire qu'ils n'ont pas vécue, mais qu'ils ont à partir de vos histoires et de nos histoires. Et puis, voilà, on va revenir au tissu. Mes parents, avec dans leur sac noir, ont transporté des choses qui n'ont absolument aucune valeur. Ils ont transporté des outils, des tournevis, parce qu'en Ukraine, c'était tellement difficile de les trouver. Ils ont transporté des clous. Ils ont transporté des pots de crème à moitié vides, parce que c'était tellement cher, tellement difficile à trouver. Et quand ils ont déballé tout ça, ils se sont aperçus que à peu près la valeur monétaire de ce qu'ils ont transporté était de quelques dizaines de dollars. Mais ils les gardent toujours. Les pots, bien sûr les tasses, le samovar, même les outils, ils les gardent toujours, même s'ils ne servent pas. Mais pour moi, les objets les plus précieux, mis à part les photos, bien évidemment, ce sont les tissus. Ce sont les tissus et donc les tissus, surtout les tissus en lin. Et c'est à partir de ces tissus-là que je travaille. De quelle façon ces tissus nous lient avec nos lieux? Voilà, quelle est leur place? Quel est leur statut? Quelle est leur signification? Avez-vous des vieux tissus chez vous? Est-ce que vous les avez? Est-ce que vous les gardez? Des tissus peut-être de vos mères, de vos grands-mères. Peut-être vous ne savez même pas d'où ils viennent ces tissus. Peut-être vous ne savez même pas où ils sont ces tissus. Mais je pense que ces tissus-là peuvent raconter beaucoup, beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est mon projet de postdoctorat, c'est de collecter les nouvelles histoires sur les tissus. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, je vais me répéter. Je suis désolée. Pour ceux qui sont là pour la première fois, donc je vais faire peut-être vite, moins en détail. Mais juste avant son décès, donc en 2000, enfin peu de temps avant son décès, ma grand-mère m'a envoyé une lettre avec un tissu en lin. Et dans cette lettre, elle racontait comment elle, sa mère, ses grands-parents cultivaient le lin au nord de l'Ukraine. Et cette lettre explique en détail, donc vous voyez, c'est d'ailleurs, si vous savez lire, c'est un petit peu un mélange entre le russe et l'ukrainien, c'est la langue qu'on parle, c'est le mélange qu'on parle au nord de l'Ukraine. Et donc cette lettre a raconté comment fabriquer le lin. Le tissu qu'elle m'a envoyé est resté pendant vraiment des années, je pense 10 ans, hein, j'ai fait le calcul, non plus que 10 ans, 15 ans. C'est resté comme ça dans mon tiroir. Et finalement, j'ai décidé d'en faire une œuvre pour raconter pour raconter l'histoire de ce tissu. Ce tissu, je l'ai détissé, je l'ai défait, je l'ai transformé en fil. La seule chose qui reste de ce tissu, c'est cette broderie qu'on voit d'ailleurs de l'autre côté, qu'on voit côté verso. C'est une broderie en point de croix, donc on voit le verso des points de croix qui sont des petits bâtonnets. Et j'ai amené les fils à ma mère et je lui ai demandé de me raconter l'histoire de la famille dans les années 1930, pendant la grande famine en Ukraine que ma famille a vécue, et tout en dépliant ces fils-là. Donc, il y a cette histoire des mains de ma mère qui racontent les mains de ma grand-mère, qui racontent voilà, la vie dans cette région de Tchernihiv dans les années 1930. Et puis finalement, il y a la troisième partie de la vidéo qui est-ce que c'est la vidéo? Que je vais faire juste un extrait parce que je ne veux pas que les gens s'ennuient, ceux qui l'ont déjà écouté, mais ceux qui ne l'ont pas écouté, je vais juste faire un début. Синє море грало, виряджала мати доньку чужу сторону, чужу сторону між
чужія люди. Ой, хто же тебе, моя доню, жалувати був? Donc, c'est les fils que j'ai détissés. Ой, хто буде бити, той буде жаліти. Мені же в Je vais avancer un tout petit peu. тебе, моя у неділю, як над пильним віконечком, як голубка гув. Якби ж доню чула, що ти в мене була, й очинила б хату й сіни, щоб ти юлину. Й очинила б хату й сіни, щоб ти юлину. Donc, à partir du tissu, j'avais envie de retrouver ce champ de lin qui se trouve à Kipti. Et Kipti, c'est là, c'est en plein milieu entre Kiev et Tchernihiv. Kipti devient ma famille de grands-parents maternels, la famille de paysans ukrainiens qui étaient, je ne sais pas le mot en français, qui possédaient des terres dans les années 1920 et qui ont été dépossédés. La famille de ma grand-mère il y avait 6 enfants. Il y avait une paire de chaussures. Ils mouraient de faim. Ma grand-mère ne parlait jamais. On sait à quel point, on imagine. Il y avait plus de morts par jour que pendant la Première Guerre mondiale, pendant cette famine-là. Et il y avait, on sait qu'il y avait des cas de cannibalisme. On sait que c'était impossible de se nourrir. La seule chose que je sais que ma grand-mère racontait, c'est comment ils couraient derrière les chariots qui venaient chercher le blé, mais aussi toutes sortes de nourriture, bien sûr les pommes de terre, mais aussi les lentilles, et comment ils couraient derrière les chariots pour ramasser les graines qui tombent des chariots, parce que voilà, dans le transport. Et donc, voilà, comment ils... Et donc, voilà, c'est par cette œuvre-là, le chant qui est en ukrainien, c'est un chant qui a été créé, on pense, créé à peu près dans ces années-là, puisque cette chanson parle d'une mère qui habille sa fille avec ses plus beaux habits, donc forcément en lin, et cette fille va partir travailler à l'étranger, et donc elle lui demande quand est-ce que reviendras-tu, et la fille répond je reviendrai quand l'herbe sera haute. Et la mère dit mais l'herbe est déjà toute haute et elle est même déjà toute sèche. Et tu n'es pas revenue. Mais si maman, j'étais revenue, mais j'étais un oiseau. Ah, mais si je savais que tu étais un oiseau, j'aurais laissé toutes les portes et les fenêtres ouvertes. Donc, à chaque fois que je ne peux pas me lasser de cette chanson, c'est une chanteuse professionnelle qui a enregistré ça, qui a fait des recherches beaucoup en Ukraine sur le folklore ukrainien et qui a donc récolté cette chanson. Alors, les tissus brodés ont une très, très grande importance. J'ai presque fini et vous allez pouvoir broder si vous avez envie. Donc, les tissus brodés ont une immense importance. Ces tissus-là, par exemple, donc, qu'on appelle les ruchnik, c'est ces tissus-là décoraient partout la maison. C'était comme ça chez mes grands-parents. Vraiment, c'est pas. Alors, cette photo-là a été prise au musée de l'architecture et de l'ethnographie à Kiev, qui, par chance, a brûlé avant que la guerre l'explose. Au moins, voilà, pas la même raison de dommages, mais
voilà, cette photo montre comment c'était des tissus brodés partout sur les meubles, sur les murs, qui pouvaient décorer les icônes, mais aussi tout simplement des photos. Mais chez mes grands-parents, par exemple, ces tissus-là étaient autour des photos. Et donc, j'ai travaillé beaucoup avec ces tissus brodés. Par exemple, j'ai photographié ma mère avec ces tissus-là, cette robe que certaines personnes ont pu voir la semaine dernière, il y a 3 semaines. Et ces tissus-là, je les amène à des expositions. Je peux les montrer comme ça en les exposant dans les salles d'exposition, mais, euh, mais aussi autrement. Et en fait, je vais vous montrer une dernière vidéo. Ça dure, je crois que 4 minutes. C'est une vidéo en anglais, mais sous-titrée en français. It was almost 20 years ago, perhaps in 2002. I cannot remember the year exactly, but that's. I went back to Ukraine with my mom to visit her mother, my maternal grandmother, Yevdokia, or Grandma Dusa, as we all called her. It was a difficult trip because it was the first time I went back to Ukraine since I immigrated in mid-90s. My grandmother lived in a large regional center, Chernihiv, some 45 minutes from capital Kiev, where I was born and raised. We spent a day in Kiev with my mom, visiting downtown and reflecting on how much our hometown had changed. At first, it was strange and barely recognizable, and we felt like tourists. And then we visited older parts of town, historical places that were seemingly untouched by modernization, and that's where I felt like I had never left. The feeling of nostalgia overwhelmed me, and I realized how much I missed my hometown and my childhood. We got to grandmother's place later that day and stayed there for a week. I remember that most evenings we spent chatting, reminiscing, filling in each other on things we may have missed in phone calls. In retrospect, I think my grandmother was deeply aware that this may be our last trip to see her. It was not, but we did not know it then. She kept asking if there was anything in her house we wanted to take. She wanted each of us to take something to remember her by. She gave my mom her wedding band. Grandma had two, one that she wore every day and another one completely identical that she wore for special occasions because it was shinier and not scratched. She seemed grateful that my mom accepted it. Then she showed my mom a linen towel that she had made and embroidered for my older sister. It was beautiful. One did not have to guess that it was done with much love and care. Dusa and my mom taught us the value of handmade objects, and I knew exactly how special it was. I knew she made it for my sister for a very specific reason, and I had no expectations of receiving anything of the sorts. Still, my grandmother did not want me to feel left out. The next day, she took something out of the closet and asked if I would like to have it. It was my great-grandmother's hand-embroidered gown. My great-grandmother, Stepanida, or Styopa, lived her last years with her daughter, Dusa, and I remember sitting by her bedside when I spent summers in Chernihiv. I don't recall interacting with Grandma Styopa much, but I remember how gently Grandma Dusa cared for her. This dress was something Styopa used to wear in her youth. Just like the towel for my sister, it was made out of linen and artfully embroidered by roses and rosebuds on the sleeves in traditional Ukrainian colors, red and black. My grandmother told me that it was made out of linen that she, her sisters, and her mom Styopa made themselves. They grew flax plants and then worked to process it and wove the fabric from resulting thread. Judging by my grandmother's age, I am guessing the fabric was made sometime in 1930s. The process of making linen is very involved and laborious, but even today, highest quality linen is hand processed. I don't know exactly when my grandmother Styopa made the gown, but she made it herself and embroidered it herself as well. Grandma Dusa asked me if I wanted this old thing. I still choke remembering how overwhelmed I felt. Old? It was made by 2 generations of women in my family. Would I want it? Of course. I'm not sure I thanked her enough for such a generous gift, and I will never be sure if she realized how great of a gift she made. I keep it neatly tucked away on the shelf in our linen closet and take it out from time to time to show my daughters.
I'm planning to have it properly framed one day because it is not just a garment anymore. It is a piece of art and my family history. I hope over the years my kids will realize how truly amazing it is. No one in our immediate family makes things like that anymore. Made from scratch has a whole lot of meaning when I tell my daughters about this gown. It is beautiful for sure, but it is particularly special because it was used, made, worn, taken care of, and passed down. Loved. Sometimes I wonder if this old nightgown would be just as special if I never immigrated. Would I value such tenuous connections to my past if I had not severed my ties with my home country? Being an immigrant makes one question where we belong. I left Ukraine when I was 18, and I knew then that I would never go back to live there. Right about the time I immigrated, I drew a self-portrait, which was a perfect reflection of how I felt at that time. It was a picture of a tree with no roots. Bottom of the tree was a foot. I still have the piece of paper and I smile when I look at it. How uneasy I felt. No roots? If I were to draw another self-portrait of the sorts today, it would be a tree with many roots, and some of them would be embroidered with roses in red and black. Je sais que les conditions ne sont pas idéales pour cette vidéo, mais à un moment donné, vous avez compris qu'en fait, c'est tout simplement un fade-out. Et la seule chose qui reste, ce sont les roses brodées qui se répandent ensuite sur le sol à la fin de la vidéo. Et donc, c'est ma petite sœur qui va bien, qui vit aux États-Unis. Et donc, c'est l'histoire d'une robe qui a aujourd'hui 5 générations. L'arrière-grand-mère qui l'a faite, la grand-mère qui l'a passée à ma mère, qui l'a passée à ma sœur qui la montre à ses enfants. Et même en écoutant cette vidéo aujourd'hui, je me dis, mais elle dit, un jour, je vais la mettre dans un cadre. Et c'est toujours pas fait. Elle n'a toujours pas fait. Et cette robe est toujours dans une étagère. Alors, même si j'ai détissé un tissu, mais c'est vraiment le sujet de mon travail aujourd'hui. Comment ces vieux tissus qui sont chez nous, sur des étagères, souvent dans les sous-sols, dans les boîtes, on ne sait même pas, comment ces tissus racontent des lieux. Comment ces tissus, si on les sortait, si on les montrait à nos enfants, si on les transmettait, ou si on racontait juste l'histoire, peut-être on peut transformer le tissu, ou peut-être on peut se réunir et se raconter des histoires, les passer demander un don à ceux qui sont avant nous et raconter des histoires à ceux qui sont après nous à travers ces tissus-là. Voilà. Et donc ça c'est mon travail aujourd'hui, c'est de broder et de raconter les histoires à travers la broderie, mais de partager ces histoires avec vous à travers les récits sonores et de récolter de nouvelles histoires. Alors, vous voyez, ce sont des ateliers de broderie que je mène depuis quelques années et que je continue ici. Et donc, je vous propose de venir à un des ateliers de broderie. Regardez, ici, j'ai mis juste des quelques extraits de broderie. Quand je vais dérouler le grand rouleau noir, vous allez voir qu'il n'y a pas de points pareils. Chaque personne, de toute façon, nous ne sommes pas des brodeurs et des brodeuses professionnelles, chaque personne utilise le fil à sa façon. C'est comme si on faisait du dessin avec le fil. Et chaque personne va poser son point à sa façon. Des fois très irrégulier, des fois très régulier. Et regardez ici, par exemple, on voit que chaque ligne, c'est une personne, chaque ligne est une histoire. Je reviens à ce monsieur que vous avez vu dans la vidéo au tout début. Donc, comme je disais dans la vidéo, à la télé du Québec, je disais qu'en fait, au tout début, je fais une ligne blanche. C'est peut-être une ligne d'horizon ou une racine pivot ou une racine principale. Puis j'invite des gens par la suite à ajouter leurs racines, à rajouter leurs histoires. Et ce monsieur Ali,
qui est tout juste arrivé d'Iran au Québec, à Montréal, lui, il a commencé par broder sa maison. Et regardez, le toit de sa maison, c'est la racine. Il l'a vraiment placé sur la racine ou sur la ligne d'horizon. Et après ça, il a brodé sa femme. Et je trouve cette broderie un chef-d'œuvre. Il a brodé sa femme, donc voilà, avec son visage, sa coupe, ses jambes. Elle n'a pas de bras. Parce que ses bras, c'est toute cette longue racine qui traverse. Ce tissu fait 10 mètres. Et ben, les bras de sa femme traversent les 10 mètres. Je trouve ça totalement magnifique. Et des perles comme ça s'inventent pas. Je ne peux pas dire faites ceci ou faites cela. C'est les gens qui, comme ce monsieur qui n'a jamais tenu une aiguille dans ses mains et qui est venu pendant plusieurs ateliers broder ses racines à lui. Et donc, je vais vous montrer les dates des ateliers. Alors, vous pouvez venir demain, le 15 avril, 17h30. Venez, même si vous ne voulez pas broder, venez écouter des histoires. Je vais vous en raconter plein. Venez le 22 avril ou le 6 mai ou le 20 mai. Je dois barrer le 13 mai parce que je vais être aux États-Unis. Mon papa a 95 ans. Donc, je vais partir fêter ses 95 ans. Donc, je vais être absente le 13 mai. Mais le 6 mai ou le 20 mai, ou je crois que c'est le mi-juin, ça va être publié sur le site. Donc, venez broder, écouter, raconter, partager, puisque les tissus racontent plein d'histoires. Et vous pouvez les fixer sous forme de fil ou vous pouvez juste les raconter et elles vont être éphémères et elles vont s'envoler ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais dérouler le tissu.